Tout d'abord, je tiens à renouveler mes félicitations pour les organisateurs de cette journée. Donc, de ma part, je vais essayer de parler sur un aspect particulier dans les conséquences, mais aussi qui nécessite aussi des prises en charge particulières, notamment tout ce qui est impact, toutes les complications qui peuvent être liées à la consommation de drogue. Alors, tout d'abord, il faut savoir que la consommation de substances psychoactives ou bien de troubles liés à les substances psychoactives est un problème non seulement de santé publique, mais il doit être considéré, ou bien carrément il est considéré dans notre pays, comme une priorité nationale pour différents aspects. Premièrement, il faut savoir qu'il s'agit non pas seulement d'une pathologie, qui nécessite une prise en charge pluridisciplinaire, mais aussi d'une problématique qui a plusieurs, en quelque sorte, plusieurs dimensions, notamment tout ce qui est l'aspect sécuritaire et tout ce qui est en relation directe à l'échelle mondiale en matière beaucoup plus de politique ou bien des stratégies politico-militaires, parce que ce qui dit drogue, ça sous-entend qu'il y a des trafics de drogue, qu'il y a donc des narcotrafiquants, qu'il y a des problèmes sécuritaires, du terrorisme, donc tel trafic d'armes, tout ça, donc pour vous dire que c'est un problème qui est très complexe. Deuxièmement, nous avons aussi, sur le côté sanitaire, il faut savoir que c'est un problème qui ne touche pas uniquement l'individu, c'est-à-dire uniquement le consommateur, mais aussi, vous avez le consommateur et la société. Donc ça ne concerne pas uniquement une seule personne, comme par exemple toutes les pathologies ordinaires. Donc premièrement aussi, sur le plan impact sur la santé de l'individu, il faut savoir que pratiquement, il s'agit d'une maladie très complexe, qui pratiquement ressemble aux maladies de système, si j'ose le dire, pour la simple raison parce qu'il touche les différents organes, le cerveau, les complications sur le plan cardiaque, infectieuses, hépatique, rénale, tout ce que vous voulez comme complications. D'accord. Donc les complications somatiques, elles sont très multiples et très difficiles aussi à prendre en charge pour les patients. Deuxièmement, nous avons aussi l'impact sur les relations sociales, bien sûr, la société. Donc, avoir un individu consommateur dans une famille, il faut savoir que ça perturbe tout l'équilibre, bien d'accord, tout le système familial et toute la famille qui sera évidemment concentrée uniquement pour cette prise en charge qui est très difficile parce que non seulement ils seront amenés à gérer un problème médical, mais aussi un problème social, problème relationnel et tellement de complications que vous connaissez tous. Il y a aussi un aspect qui est très particulier aussi, c'est le changement de profil de consommation. Actuellement, on n'est plus devant des consommations simples. C'est une réalité sociale qu'il faut admettre, qu'il faut prendre en considération. Nous sommes en face de complications, bien de consommation multiples de drogues dures, avec des consommations pendant plusieurs années et en quelque sorte des associations de consommation très, très complexes. Et dans certaines situations, on trouve des associations qu'on ne connaît même pas, qu'on ne sait même pas il s'agit de quel produit. Donc ça engendre évidemment des complications très graves sur la santé de l'individu. D'accord. Et aussi, il faut savoir que même les tests qu'on fait, nous avons vu ce matin concernant donc, les analyses toxicologiques, il faut savoir que les analyses toxicologiques se limitent uniquement à certains produits qui sont bien définis évidemment dans les tests de drogue. Mais il faut savoir que les patients probablement peuvent consommer autre chose. Oui, donc si on ne cherche pas un produit, évidemment on ne le trouvera pas. Donc c'est pour vous dire que ça devient tellement complexe, mais aussi la circulation des drogues à travers le monde, il y a tellement de moyens avec la mondialisation, les réseaux sociaux et tout ça, donc ça devient très difficile de contrôler pour tous les systèmes à travers le monde, y compris les systèmes sécuritaires les plus performants, ont cette problématique de contrôler cette circulation et les consommations. Donc pour vous dire que le matin on peut avoir une nouvelle molécule, je ne sais pas dans n'importe quel pays, et bien le soir facilement on peut la trouver donc chez nous. Donc pour vous dire que il ne faut jamais dire que, écoutez, chez nous, il n'y a pas tel produit, bien d'accord. Donc c'est très important. Et le profil de consommation, s'il change, ça nécessite quoi?
qu'on doit adapter notre politique de santé, c'est-à-dire on doit adapter notre stratégie thérapeutique, sinon ça ne sert absolument à rien que la consommation va dans un sens, sinon on va aller dans un autre sens. D'accord? Donc c'est très important qu'on voit par exemple actuellement la consommation de certains drogues dures. Déjà juste si on revient 2-3 ans en arrière, le profil est en train de changer très rapidement. Actuellement nous avons deux molécules qui sont consommées de manière très abusive. Nous avons ce qu'on appelle le SAUR, parce que réellement ce n'est pas uniquement un prégabalé, c'est un mélange. Les collègues toxicologues et des laboratoires savent mieux que moi qu'il s'agit beaucoup plus de mélange de plusieurs produits. Et nous avons aussi la cocaïne. La cocaïne, ça devient un véritable problème de santé publique en Algérie, pour la simple raison, c'est que non seulement la qualité ou bien le contenu, donc très dangereux de cette molécule, mais aussi le mode de consommation. Imaginez-vous de consommer la cocaïne avec ses effets sur le système dopaminergique par voie injectable. Ça provoque une libération très abondante, d'accord, brutale, de la dopamine, au niveau des corps de l'être humain, et ça peut engendrer évidemment toutes les complications que vous pouvez imaginer qui sont liées à ces sécrétions très brutales et abondantes. Alors, évidemment, le premier organe qui est concerné par cette consommation, bien l'impact de ces consommations, c'est le système nerveux central, et c'est pour la simple raison, donc nous avons toutes les complications qu'ils peuvent avoir sur le plan changement d'humeur, comportement, les fonctions cognitives, mais surtout, ce qui implique pourquoi l'être humain, des fois, notamment à l'âge notamment très jeune, à l'adolescence, d'accord, il y a cette notion de recherche de produits pour la simple raison qu'on recherche en quelque sorte donc certains effets euphorogènes et changements de comportement, de stimulation cognitive, de mémoire et tout ça, donc peuvent être incriminés comme étant facteurs qui peuvent pousser l'individu vers la consommation. Évidemment, les consommations peuvent engendrer des symptômes, d'accord, ou bien des complications qui peuvent être soit aiguës dans l'immédiat, suite à des consommations des fois abusives, d'accord, ou bien des complications, donc des troubles mentaux à long terme, c'est-à-dire qui peuvent devenir chroniques, vu la consommation, si on consomme d'une manière régulière, donc répétée à chaque fois pendant plusieurs années, ça peut engendrer des différents troubles. Il peut y avoir troubles dépressifs, troubles anxieux, troubles psychotiques, d'accord, des troubles de l'humeur. Donc tout ça peut être comme étant des symptômes, bien des complications psychiatriques à des consommations. Il faut savoir que ce n'est pas de manière systématique que chaque consommation, ça sous-entend qu'il y a une complication, mais beaucoup plus, c'est des facteurs, c'est une association de facteurs, notamment certaines prédispositions. Il y a des individus, dès qu'ils consomment, ils commencent à développer des symptômes ou bien des complications psychiatriques. Alors, donc cette relation entre consommation et apparition de troubles psychiatriques est une consommation très complexe, bidirectionnelle, c'est-à-dire l'un soutient l'autre, malheureusement. C'est-à-dire avoir une prédisposition, bien début ainsi d'apparition de certains troubles, notamment dépersonnalisation, changement, bien sensation d'un changement corporel. C'est pour ça que ça concerne aussi l'âge très jeune et l'adolescence, d'accord. Et l'anxiété, et phobie sociale, par exemple, incapacité d'aller travailler, de rencontrer des gens, de parler avec des gens, par exemple des troubles de sommeil, des troubles de concentration, certaines professions qui nécessitent des performances. Donc tout ça, ça peut pousser la personne à rechercher certaines molécules. Au départ, ce n'est pas dans un objectif addictogène, mais beaucoup plus pour rechercher les gens à avoir une meilleure concentration, à diminuer mon anxiété, à avoir une meilleure performance, par exemple chez certains sportifs, etc. Donc il y a certaines professions qui peuvent aussi être comme étant facteurs qui peuvent favoriser ce genre de consommation. Ou bien des fois, dans certaines situations, parce que je commence à développer certains troubles qui sont tout d'abord à ce stade-là non diagnostiqués, d'accord, parce que personne ne les a reconnus, mais moi je sens cette anxiété, cette dépersonnalisation, cette instabilité, tout ça, donc je recherche certaines molécules qui peuvent calmer mon angoisse, qui peuvent m'aider à dépasser ce stade-là.
Et évidemment que c'est pour ça que les patients ils vont vous dire oui, effectivement, ça a donné un fruit. Dès que je commence par exemple, je donne l'exemple du cannabis. Certains processus psychotiques à certains stades, il y a tellement une angoisse massive, donc l'individu recherche quelque chose. Dès qu'il trouve devant lui le cannabis, par exemple, je consomme, donc ça diminue mon anxiété, donc j'évolue mieux. Mais réellement, ce n'est pas le cannabis qui a provoqué ou bien qui a amélioré la situation. D'accord? Mais beaucoup plus parce qu'on est en phase d'un début ainsi. Je consomme, ça diminue, mais à certains moments, il y aura, d'accord, l'éclosion, il y aura carrément l'apparition de la pathologie, donc des symptômes. L'un soutient l'autre toujours. Donc on ne sait pas réellement dans certaines situations, oui, c'est post-toxique, mais dans d'autres, non. Ça parce que réellement, c'est les toxiques qui ont favorisé l'apparition, ou bien accéléré l'évolution de la maladie. Donc ça devient plus apparent. Donc en quelque sorte, au lieu que ce soit par exemple une apparition au bout de 5-10 ans, mais la consommation de certaines drogues peuvent accélérer le processus psychotique. D'accord? Donc tout ça, c'est important à connaître. Mais aussi, il faut savoir que dans certaines situations, c'est l'inverse. Donc soit c'est la consommation, carrément je consomme, ça provoque des symptômes, parce qu'on les appelle, c'est pour ça qu'on les appelle c'est hallucinogènes. D'accord? Il y a certains produits qui provoquent des hallucinations, des délires et toute la symptomatologie psychotique. Ok? Donc, il y a certaines substances, dès que vous consommez, ça peut aboutir à l'apparition de certains troubles, mais des fois, à l'arrêt, ça peut calmer les symptômes, mais il faut savoir que dans certaines situations, même à l'arrêt, il y aura la persistance de certains troubles. Donc c'est pour ça qu'on dit que la consommation de drogue, en plus évidemment de toutes les complications somatiques, notamment infectieuses et tout ça, qui sont très graves, vraiment qui nécessitent des prises en charge très lourdes, hein, c'est très difficile de prendre en charge, mais aussi ça provoque des troubles psychiques, notamment aussi, je peux citer un autre exemple, c'est les changements sur le plan de personnalité. Parce que réellement, on va voir l'impact de ces troubles ou bien de ces consommations sur le cerveau, qui va définir après comment on arrive à des consommations vers carrément l'apparition de troubles. Donc il s'agit beaucoup plus, évidemment, d'une fréquence élevée des comorbidités. C'est une réalité. Vous savez, dans les urgences pratiquement psychiatriques à travers le pays, à travers le monde, à certains moments, si on revient quelques années en arrière, il y avait beaucoup plus, souvent, des urgences purement psychiatriques, ce qu'on appelait les bouffées délirantes, les psychoses aiguës. Donc ils viennent des gens comme ça, bien troubles de comportement, conduite suicidaire et tout ça, ils consultent. Et je me rappelle très bien qu'on trouvait rarement quelle consommation, et notamment beaucoup plus, c'était de consommation de cannabis à l'époque. D'accord? Mais actuellement, non. On voit pratiquement dans environ plus de 80% des personnes consultant pour la première fois en psychiatrie au niveau des urgences, on trouve une notion de consommation de drogue associée. Je ne dirais pas forcément toujours une addiction, mais il y a une notion de consommation de drogue associée. Vous voyez, donc complètement, on est face à un autre phénomène et un changement carrément du profil de nos patients qui nécessite évidemment des prises en charge très particulières. D'accord? Donc cette comorbidité est souvent très fréquente, ce qui se répercute évidemment sur la prise en charge. Parce que prendre en charge un patient présentant un trouble psychiatrique sans aucune comorbidité toxique est une chose, mais de prendre en charge un patient présentant un trouble psychiatrique avec c'est-à-dire consommation de drogue, comorbidité, est une autre chose. Ça complique la tâche. En plus, évidemment, de la fréquence des maladies somatiques. Parce que si vous avez la fréquence des maladies somatiques qui sont plus fréquentes dans les patients présents souffrant de troubles mentaux, il faut savoir si ils sont associés à la consommation de drogue. Donc cette comorbidité somatique devient aussi plus importante. D'où l'intérêt pour arriver à diminuer les risques et améliorer le pronostic. Nous avons deux choses principales. Deuxièmement, évidemment, le diagnostic précoce, ce qui est très important, mais surtout c'est la prévention. Vous savez, le mot prévention, tout le monde l'utilise. Mais le problème, c'est qu'il faut trouver un mécanisme ou bien un protocole de prévention qui est adaptable sur le terrain, qui est réalisable. Sinon, ça ne sert à rien, on peut rester toujours parler, toujours prévention, primaire, secondaire, tertiaire, on a mais le problème, c'est pas. Donc, il faut quand même voir la qualité des consommateurs, les produits, comment arriver à ces consommateurs. Parce qu'il y a réellement
il y a le monde médical et il y a le monde de consommation sur le terrain. Donc il faut comment créer ce lien-là, comment renforcer ces ponts-là pour essayer un peu d'arriver, de discuter avec ces gens, de discuter avec les jeunes, de créer d'autres activités qui peuvent attirer donc, la curiosité des jeunes pour tenter de diminuer le nombre de consommations. On n'aura jamais un nombre zéro, ça n'existe pas. Mais quand même de diminuer, de diagnostiquer précocement, de commencer les prises en charge précocement, c'est ça le plus important. Donc il y a un grand travail à faire chez les jeunes, notamment les adolescents, parce que la prise en charge des adolescents, il est sur le terrain. On ne va pas comme ramener les adolescents qui sont à risque ou bien qui ont des consommations occasionnelles pour les hospitaliser. Donc le plus important, c'est de prendre en charge ces jeunes-là et de les accompagner sur le terrain, de faire des stratégies efficaces, mais surtout évaluables. Parce que malgré, on peut faire des stratégies, mais il faut les évaluer de manière périodique pour voir où est-ce que ça ne va pas, comment on peut corriger, comment on peut améliorer notre stratégie. Pour la définition des addictions, je pense qu'elle a été bien définie par ma collègue Dr Rico. C'est juste pour vous dire que si on arrive au stade des addictions, il faut savoir que réellement on est à un stade d'une consommation problématique, c'est-à-dire qu'il y a un problème avec répercussions individuelles et sociales. C'est ça le principe de la définition, c'est-à-dire que l'individu va détourner toute sa concentration individuelle et toute son énergie vers cette consommation, depuis le matin jusqu'au soir, et il recherche où, comment se procurer de produits, avec évidemment tous les scénarios possibles. C'est ça la vraie définition de l'addiction. Et il faut savoir que l'addiction, il ne faut pas qu'elle soit liée uniquement à des phénomènes de déviance sociale. On n'est plus dans ce stade-là. La consommation de drogue, elle peut être rencontrée, ou bien elle existe réellement dans toutes les catégories de la société. Quel que soit le niveau social de l'individu, nous avons des consommateurs, c'est une réalité. Parce que si on continue à considérer comme étant les consommateurs sont des gens antisociaux, des gens qui sont dans les déviances sociales, en quelque sorte, on va renforcer le raisonnement social, on va renforcer sa discrimination et on va aggraver le fossé entre nous. Donc c'est très important de comprendre cette notion que réellement tout le monde, nul n'est à l'abri, on peut rencontrer des consommateurs à tous les niveaux, ça concerne toutes les couches de la société. C'est important. Évidemment, cet aspect-là concerne de manière directe la santé mentale de l'individu. On ne peut pas avoir une santé mentale sans, évidemment, avoir le bien-être physique et psychique et social de l'individu. C'est ça le plus important. Ça n'a rien à voir avec la maladie mentale, ce concept-là, mais la santé mentale, ça concerne l'individu dans sa globalité, c'est-à-dire le bien-être physique et psychique de l'individu dans sa société, famille, travail, amis, tout ça, donc ça concerne en relation avec la santé mentale. Alors maintenant, les effets sur le système nerveux central pour mieux comprendre la situation. Il faut savoir que la consommation de drogue contient dans ce drogue-là des principes actifs, et ces principes actifs se fixent d'une manière spécifique sur des récepteurs bien définis au niveau cérébral. Et ça provoque donc un déséquilibre au niveau des neurotransmetteurs du système nerveux central. Exemple, dopamine, sérotonine, le système GABA, le glutamate, noradrénergique, etc. D'ailleurs, ça explique très bien pourquoi nous avons certaines manifestations cliniques. La dopamine, par exemple, qui est principalement responsable de l'activation du système de récompense, renforcement et de potentiel de dépendance, on va voir c'est quoi. La sérotonine, tout ce qui est en relation avec l'humeur de l'individu, le sommeil, la perception, d'accord. Tout ça, donc, si vous consommez des produits qui vont se fixer sur le récepteur ou bien provoquer plus de sécrétion, bien déséquilibre sérotoninergique, évidemment, vous aurez des impacts à ce stade-là. Le GABA, qui est le système inhibiteur, donc automatiquement, ça provoque la sédation. Ça provoque, c'est pour ça que ça diminue l'anxiété chez certaines personnes. Donc c'est clair et net et précis. Le glutamate aussi, donc, qui modifie, bien agit sur l'apprentissage, la mémoire, la plasticité synaptique. Regardez bien, c'est pour ça que chaque fois que l'individu commence les consommations
le plus tôt, c'est-à-dire à l'âge très jeune, vous avez des répercussions sur l'apprentissage et les systèmes cognitifs. Donc, en quelque sorte, à ce stade-là, en pleine évolution. D'accord? Donc, il reste certains stades d'évolution au niveau du cerveau de l'individu. Et si on perturbe l'évolution naturelle physiologique, automatiquement, qui devient, en quelque sorte, ils ont un remaniement sur le plan de leur personnalité. Ils deviennent impulsifs, irritables, mode d'expression qui est un peu dans l'agressivité, qui ont raté une étape très importante de l'apprentissage dans leur vie. Donc c'est pour ça que vous avez toutes ces consommations, comme si il n'y avait aucune consommation. Parce que dans certaines situations, les consommations peuvent provoquer des répercussions à vie. C'est une réalité. D'avoir un cerveau qui a consommé des drogues dures, notamment comme la cocaïne, il faut savoir qu'il peut avoir des répercussions sur le fonctionnement du cerveau de manière durable. Parce qu'avoir déséquilibré le système neurotransmetteur cérébral, ce n'est pas une chose simple. Ce n'est pas, c'est bon, j'arrête aujourd'hui, demain matin, c'est bon. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe malheureusement. C'est qu'une fois déséquilibré, des fois ça demande beaucoup de temps, voire même des fois impossible de revenir à un stade normal. D'accord? Vous avez la noradrénaline aussi, avec donc son impact sur la vigilance, l'attention, les réponses aussi adaptées au stress, donc tout ça va être déséquilibré. Et vous avez le système de récompense. C'est pour ça que ce système-là, évidemment, qui existe à l'état physiologique. Mais par contre, ce système-là, s'il est accéléré plus que la normale ou bien perturbé, automatiquement, ça peut engendrer des répercussions. Et c'est pour ça que vous avez, dès que vous commencez par exemple les consommations à l'âge très jeune, et vous avez cette mémoire qui va fixer cette consommation, cette première sensation de plaisir chez l'individu. Et chaque fois que la personne, lorsqu'elle est prise en charge, tombe dans une phase de détresse, ou bien de stress, ou bien de vie, automatiquement le cerveau il va sur place se rappeler de cette phase-là, ou bien de cette première consommation et cette sensation de plaisir. Comme si voilà, quelqu'un qui avait par exemple l'habitude de faire certaines choses qui apaisent donc ses angoisses, dès qu'il est angoissé, dès qu'il a des problèmes, donc automatiquement son cerveau l'oriente vers cette activité, ben, c'est la même chose. Donc dans les consommations, dès que vous avez cette première consommation, donc avec cette mémorisation et cet apprentissage qui vont se mettre en place, donc dès qu'avec l'avenir, dès que nous avons un stress, automatiquement le cerveau va nous orienter, va rechercher quelque chose qui va nous calmer et malheureusement il va se rappeler de cette première consommation. Il y a aussi évidemment la dysrégulation au niveau du cortex cérébral qui va engendrer donc des altérations donc, sur le contrôle cognitif et aussi certaines activités qui sont très importantes en matière d'apprentissage à ce stade-là. Des modifications, aussi d'autres modifications, soit hippocampiques, soit amygdaliennes, qui peuvent malheureusement se répercuter sur donc, le fonctionnement cérébral de l'individu. Il y a aussi un phénomène qu'on appelle la plasticité synaptique, d'accord, les structures neuronales, qui sera directement aussi impacté par les consommations avec des modifications, évidemment, sur l'expression de certains récepteurs ou bien les réponses de certains récepteurs qui vont être complètement modifiés. C'est pour ça que, je le répète, les consommations de certaines drogues dures, voire même d'autres pendant une longue période, automatiquement, ça va modifier les réponses synaptiques au niveau cérébral. Maintenant, donc, l'impact sur la santé mentale, je le répète, évidemment, c'est un impact donc, bidirectionnel qui va aller dans les deux sens. Soit disant, donc, l'un complète l'autre comme étant un cercle vicieux. Donc, le trouble mental peut favoriser la consommation peut provoquer la maladie mentale et ainsi de suite. Voilà, donc c'est important. Évidemment, il y a certains facteurs qui peuvent influencer cette apparition de troubles psychotiques, notamment la dose, la fréquence. L'âge du début il est très important. De commencer la consommation à l'âge de 40 ans ou bien à l'âge de 18 ans, ce n'est pas la même chose. La vulnérabilité individuelle, il y a certaines personnes qui ont des vulnérabilités ou bien prédispositions, d'accord, bien prédispositions, c'est-à-dire qui sont prêts à développer certains symptômes psychotiques, et non pas évidemment de manière systématique, mais c'est juste une prédisposition, bien une vulnérabilité individuelle.
Et dès que vous déséquilibrez votre système dopaminergique ou bien sérotoninergique, vous allez donc provoquer ou bien faciliter ce déséquilibre. Il y aura apparition de symptômes psychotiques. Les substances impliquées, pratiquement, il y a beaucoup de substances, notamment évidemment les plus fréquentes, surtout vous avez le cannabis, d'accord, et même d'autres, mais le cannabis, il est fortement incriminé dans l'apparition de troubles psychotiques à travers le monde. Alors, donc, les troubles psychotiques peuvent être 3,5 fois plus fréquents chez les patients consultants par rapport à la population générale. Vous avez dans 26% des cas des épisodes psychotiques induits par une substance, qui peuvent évoluer vers la schizophrénie. Vous voyez, donc il y a ce qu'on appelle les psychoses chroniques ou la schizophrénie qui sont induites par la consommation de drogue. Et donc l'utilisation de cannabis qui est connue à travers le monde augmente le risque, jusqu'à même, il peut être 25 fois plus de risque. Il précipite l'apparition de symptômes bien de la maladie, mais aussi il aggrave les symptômes. D'accord, ce n'est pas uniquement, il aggrave même la maladie et la réponse thérapeutique parce que ça devient comme étant des pathologies qui peuvent résister à la prise en charge, à la réponse thérapeutique ou bien carrément avec des symptômes résiduels. Voilà donc certains symptômes qu'on peut rencontrer avec les consommations de drogue, notamment certains symptômes négatifs, à savoir le retrait, isolement, absence de contact social. Vous avez des idées délirantes, donc avec des hallucinations et des fabulations. Vous avez des pensées ou bien carrément des comportements désorganisés, c'est-à-dire changement carrément de comportement qui devient un comportement ou bien des pensées illogiques. Et certainement, donc, l'apparition de ces troubles psychotiques va impacter tout ce qui est interaction sociale, évolution, pronostic de la prise en charge. Voilà. Alors, nous avons deuxièmement un autre registre qui est très fréquent, c'est l'apparition de troubles bipolaires ou bien troubles de l'humeur chroniques avec évidemment une évolution cyclique. Il faut savoir que si on revient juste à quelques années, on disait que la consommation de drogue chez un sujet jeune, il faudra toujours rechercher un trouble bipolaire jusqu'à preuve du contraire. Parce que réellement, l'apparition, bien le début de l'apparition de ces symptômes-là, notamment cette euphorie ou bien cette dépression, peuvent être comme étant des facteurs qui peuvent pousser vers la consommation de drogue. Évidemment, c'est la même chose, l'inverse est aussi juste parce que la consommation de drogue, comme nous avons vu qu'il y a un impact sur le système glutamate, la dopamine, la sérotonine, donc automatiquement, bien le GABA, donc automatiquement, ça peut, en fonction du mécanisme d'action de la molécule, ou bien de la drogue, donc ça peut engendrer soit une excitation, bien une exaltation de l'humeur avec une excitation psychique, bien psychomotrice, mais aussi, à l'inverse, ça peut engendrer des dépressions avec des symptômes dépressifs qui sont très fréquents. Là aussi, il ne faut pas oublier que, évidemment, la dépression est souvent très fréquente, soit durant la consommation, avant la consommation, ou bien après la consommation, c'est-à-dire lors des périodes de sevrage chez les patients pris en charge. Donc, la première, il faut savoir une chose concernant la dépression, que toujours à prendre en considération. Dans la prise en charge d'un addict, automatiquement, il faut penser à la dépression parce qu'à certains moments quand même, il y a toujours des symptômes dépressifs qui peuvent apparaître chez les patients, donc il faudra prendre en considération, notamment avec les risques de récidive, mais surtout les risques de passage à l'acte suicidaire qui est aussi très fréquent chez les addicts. Voilà, très bien. Donc on voit très bien que la prévalence de la dépression parmi les patients souffrant d'une addiction qui peut aller jusqu'à 30%, c'est énorme. D'accord. Donc 30% des addicts peuvent présenter des dépressions. 80% des patients alcooliques, là aussi c'est une association très fréquente entre la dépression et la consommation chronique d'alcool. Le tabac aussi, d'accord, et bien l'usage du cannabis. Donc les trois éléments à signaler qu'il y a une forte prévalence de comorbidité entre la dépression et ses consommations. Entre 20 et 50% de sujets dépendants des opiacés aussi peuvent présenter une dépression, et entre 25 et 61% des patients dépendants de la cocaïne, même vous voyez, donc pratiquement toutes les drogues peuvent provoquer de la dépression. Vous savez,
ici, c'est-à-dire, il ne s'agit pas d'une relation directe, mais beaucoup plus, c'est des relations avec donc, plusieurs facteurs qui peuvent intervenir dans la psychopathologie, dans l'apparition de la dépression. Les troubles anxieux, nous, lorsqu'on nous prenons en charge un trouble anxieux, souvent nous recherchons la comorbidité toxique, notamment dans les troubles phobiques. La phobie fait appel, pour affronter des situations phobogènes, fait appel à la consommation de certains anxiolytiques, juste pour diminuer l'anxiété, pour pouvoir affronter l'objet phobogène. Mais il faut savoir que ces consommations, si elles deviennent régulières, peuvent malheureusement, à certaines situations, devenir comme étant des consommations problématiques. Ils peuvent aggraver ou bien mettre en place carrément une comorbidité addictive. Aussi, la présence d'un trouble anxieux peut aussi être à l'origine d'une consommation de drogue. C'est tout à fait normal, ou bien l'alcool, pour diminuer cette anxiété, ou bien donc, pour gérer mieux son anxiété. Alors, la personne que nous avons parlé, évidemment, qu'une consommation très précoce, répétée, à long terme, peut provoquer, évidemment, ça a été prouvé, des remaniements sur la personnalité de l'individu, et surtout, évidemment, aussi cette consommation qui commence très tôt, d'accord, c'est très important, précoce, notamment l'impulsivité, diminution du contrôle donc, des inhibitions, frustration, mode d'expression qui devient un peu agressif, les troubles cognitifs, d'accord, dysrégulation émotionnelle, tous ces symptômes-là, ou bien qu'on considère ici comme étant traits de personnalité qui peuvent distinguer la personnalité d'un consommateur très précoce par rapport à un individu normal. Et sans oublier, si vous avez une personnalité comme ça, vous avez des risques, d'accord, d'avoir des phénomènes antisociaux ou bien carrément des conduites suicidaires. Et si on voit les troubles de personnalité qui sont fréquemment, qu'on retrouve fréquemment chez les consommateurs, nous avons deux types de personnalités, la personnalité antisociale, mais aussi la personnalité borderline, ou bien la personnalité limite, qui ont des caractéristiques très spécifiques qui peuvent favoriser la consommation de drogue. Alors, en matière de prise en charge, évidemment, ça a été bien signifié et souligné, il s'agit des approches pluridisciplinaires, multidimensionnelles, qui nécessitent l'accompagnement, qui nécessitent des efforts énormes et de collaboration très étroite, qu'il faut avoir réellement des réseaux de prise en charge, de collaboration, chose qui n'est pas facile, vous savez, parce que réellement, tout d'abord, il faut dire qu'il y a une réalité sur le terrain, c'est que l'ampleur, le nombre de patients qu'on prend en charge, il y a un nombre très élevé à prendre en charge, donc ça nécessite toujours donc, à mettre en place un système qui doit bien fonctionner pour en quelque sorte bien définir le circuit de prise en charge des patients, passant par donc évidemment l'analyse ou bien l'évaluation psychologique, addictologique, somatique, maladies infectieuses, cardiologie, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de patients qui présentent actuellement des endocardite infectieuses ou bien même d'autres complications cardiaques, voire même des AVC, d'accord? Donc tout ça, ça nécessite une coordination parfaite entre les collègues pour prendre en charge ces patients, parce que réellement, vous savez, un patient qui se présente, s'il est mal pris en charge, automatiquement, en quelque sorte, c'est un renforcement vers la consommation, malheureusement, de manière indirecte, mais il faut savoir que s'il est mal pris en charge, bien s'il trouve des entraves dans le circuit de prise en charge, automatiquement, ça peut le désespérer, donc ça peut avoir un renforcement dans la consommation, et sans oublier évidemment la prévention qui reste l'axe principal. La stratégie de prévention doit être renforcée, bien clarifiée, définir bien les acteurs sur le terrain, évaluer la situation, c'est très important avec nos collègues épidémiologues, voir, nous avons parlé ce matin sur les consommations au milieu professionnel, c'est une réalité qu'il faut admettre, d'accord, qu'il faut vraiment, si des personnes par contre, ce n'est pas dans un objectif de stigmatiser ces personnes-là, mais au contraire, normalement, pour les prendre en charge, parce que si, une fois qu'un des employés diagnostiqué positif, que sera en quelque sorte sanctionné ou bien marginalisé, automatiquement on va renforcer cette consommation, mais aussi on ne va pas encourager les gens
à se manifester pour se soigner. Parce que réellement, l'objectif, c'est quoi? C'est de dire aux gens, même si vous êtes consommateur, il y a un dispositif de dépistage pour, en quelque sorte, vous permettre de trouver une solution à soigner cette maladie. C'est ça le plus important. Donc, les préventions peuvent toucher plusieurs axes, mais le plus important, moi je répète je pense qu'il nous faut une stratégie bien adaptée sur le terrain et définir bien les acteurs, parce que c'est bien de parler sur la prévention, mais il sont peu de gens, c'est une vérité, peu de gens qui sont sur le terrain, qui prennent en charge ces patients-là, qui s'intéressent à la prévention. C'est ça le vrai problème. Entre parler et agir, c'est des choses complètement différentes. Voilà, après on peut proposer évidemment des entretiens motivationnels, des psychothérapies, ou bien des entretiens de famille. Tout ça, c'est des choses qui ont été bien rapportées par ma collègue, qui font en quelque sorte, qui doivent enrichir notre axe de prise en charge des patients. Le traitement sur le plan pharmacologique, c'est la même chose, se base soit sur les traitements de substitution, bien carrément beaucoup plus individualiser les prises en charge et de prendre en charge des patients, chacun en fonction des symptômes qu'il présente et comment on peut gérer ces symptômes, comment on peut l'accompagner pour, en quelque sorte, gérer les moments de sevrage, de ne plus sentir les symptômes de sevrage, de ne plus sentir ce besoin-là pour la consommation de drogue. Et évidemment, sans oublier l'aspect de prise en charge médicale. Mes collègues qui sont là, qui le savent très bien, l'aspect de prise en charge somatique est très important. Parce que réellement, souvent, les patients, lorsqu'ils arrivent à des prises en charge hospitalières, ils sont à un stade de consommation avancé. Donc, ils sont au stade de consommation ou bien d'addiction avec symptômes psychiques, mais aussi avec symptômes somatiques. Donc, ces symptômes-là somatiques, il faut une évaluation, examen clinique somatique et une prise en charge adaptée aux patients. Les rechutes, il faut savoir qu'ils font partie de la prise en charge, donc automatiquement, c'est une prise en charge à long terme des patients. Ce n'est pas une prise en charge uniquement juste de quelques jours, bien quelques semaines, bien une seule hospitalisation. La prise en charge d'un addict ne se résume pas à une hospitalisation. C'est une prise en charge à long terme, vu que la consommation tout d'abord a été chronique, mais aussi l'impact sur le système nerveux cérébral, donc quand même qui sont très sérieux. Donc automatiquement, ça nécessite une prise en charge à long terme. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci pour cette présentation, cette conférence. On va terminer avec un autre aspect de cette addictologie. Et on va passer carrément à une autre spécialité avec le professeur Jeffal. Donc j'invite à venir nous présenter son intervention, donc infection transmissible et addiction, approche intégrée de prévention. Voilà, merci. Merci, bonjour tout le monde, merci de m'avoir invité. En fait, je suis professeur Zefra, je suis infectiologue, mais pas que. J'ai une autre casquette, je suis vice-présidente d'une association sur information sur la drogue et le sida. Donc je fais le terrain aussi. Et je vais peut-être un peu vous choquer avec les images. D'ailleurs, je remercie Dr Yitou et le professeur Mesroudi parce qu'ils m'ont vraiment facilité la tâche en parlant justement des addictions et quand ça touche le jeu. Effectivement, le premier message que je voudrais vous adresser aujourd'hui, c'est qu'on est en épidémie de toxicomanie 1 et que de plus en plus, c'est les jeunes qui sont atteints. Et vous avez vu toute la problématique que le professeur Mesroudi a exposée tout à l'heure par rapport